Trump n'est pas simplement arrivé en retard à Davos, c'était un message. Une entrée théâtrale où chaque mouvement, chaque parole semblait calculée pour dominer l'attention. Imaginez cela. Des leaders mondiaux débattent des grands défis de l'humanité et Trump, avec son arrogance typique, choisit de se moquer de Macron, de critiquer le premier ministre canadien et même de défier la souveraineté suisse. Mais ce n'était pas juste de l'humour mal placé. Ce n'était pas une simple provocation. Ce qu'il faisait en réalité, c'était semer les graines d'un discours plus profond, bien plus inquiétant. Pourquoi un homme au pouvoir aussi colossal choisirait-il d'agir ainsi en public et devant une audience internationale? Ce que vous allez découvrir pourrait bien remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le monde actuel. Restez avec nous, car cette histoire cache bien plus qu'une simple série de pics. Elle cache un projet idéologique aux implications mondiales. Ce qui semblait être une simple performance de plus, une série de moqueries absurdes, a rapidement pris une tournure bien plus sombre. Sous la surface de ces attaques, Trump ne faisait pas seulement la une des journaux avec des phrases polémiques. Non, il posait les bases d'un projet idéologique bien plus vaste. Ce n'était pas qu'une question d'Amérique d'abord, comme il l'a souvent répété. C'était une vision du monde, un concept de civilisation qu'il essayait de réintroduire sous nos yeux sans détour. Il parlait de l'Occident comme d'une entité raciale menacée, une civilisation en déclin, où lui-même serait son dernier défenseur crédible. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi maintenant? Pourquoi Davos? C'est là que la question devient intéressante, car ce discours n'est pas seulement une provocation, c'est une alerte. Une alerte pour tous ceux qui pensent que la guerre idéologique qu'il lance aujourd'hui n'aura pas de répercussions demain. En apparence, Trump semblait à nouveau s'égarer dans un discours décousu, une longue tirade sans réelle direction. Mais si l'on prend un moment pour décortiquer ses propos, une cohérence sombre émerge. Ce n'était pas seulement un discours sur l'Amérique ou l'Occident, c'était un appel à la hiérarchie, à un monde divisé non pas par des institutions ou des démocraties, mais par des lignées, par l'héritage, par la pureté des civilisations. Trump n'utilisait pas de mots politiques classiques, il parlait d'une culture qu'il présentait comme un bien sacré, transmissible par l'héritage, mais non par l'intégration. Cette idée d'une civilisation pure, sans tache, n'était pas nouvelle. C'était une version moderne de l'idéologie fasciste, habillée d'un vocabulaire familier. Quand il parle de culture, il s'agit de race, un concept sous-jacent bien trop clair pour ceux qui savent l'entendre. Mais voici où ça devient intéressant. Dans ce discours, Trump ne se contente pas de dépeindre une vision de l'Occident. Il insinue que cette pureté est en péril. Et ce péril, c'est la migration. Ce n'est pas juste un défi politique, mais une invasion, une menace existentielle à la civilisation elle-même. Trump ne s'est pas contenté de simplement décrire la migration comme une menace. Il l'a érigée en un véritable ennemi de la civilisation. Il a peint l'Europe comme un territoire désormais méconnaissable, un endroit où la diversité est perçue non comme une richesse, mais comme un acte de vandalisme. Ce n'était pas seulement une question de démographie, mais de l'identité même du continent. Cette logique de pureté, de maintenir la civilisation intacte, protégée de l'altérité, est profondément enracinée dans l'histoire, et plus précisément dans une idéologie qui remonte à l'époque nazie. Là où l'Europe de l'après-guerre avait l'ambition de bâtir des ponts et de renforcer l'intégration, Trump se tourne vers un passé beaucoup plus sinistre. Un monde où les peuples sont jugés non par leurs actions, mais par leur appartenance raciale et culturelle. Ce n'était pas une simple critique des politiques migratoires, c'était une attaque frontale contre l'idée même de diversité. Et voici la question qui dérange. Cette vision est-elle en train de trouver un écho au sein des puissances mondiales? Ce discours a franchi une nouvelle étape lorsque Trump s'est tourné vers les États-Unis. Il a attaqué les Somaliens américains, les stigmatisant avec des stéréotypes anciens et racistes, insinuant qu'ils étaient incapables de s'intégrer et, par extension, remettant en question la légitimité même de la société multiculturelle. Mais voici où la logique de Trump prend un tournant inquiétant. Il ne s'agit plus simplement d'une question d'immigration. Ce qu'il sous-entend, c'est que certaines cultures n'ont jamais contribué à la civilisation et, par conséquent, n'ont aucun droit d'en faire partie. Ce genre de langage n'est pas simplement polémique.
Il est dangereux. Il divise le monde en créateurs de culture et en destructeurs, comme l'ont fait les théoriciens raciaux du passé. Et ici, ce n'est pas un accident, c'est un choix délibéré. En d'autres termes, Trump dit clairement que la prospérité occidentale, cette soi-disant grandeur, ne peut pas être partagée. Elle ne peut pas être adoptée par ceux qu'il considère comme étrangers à cette civilisation. La question qui se pose alors est simple, mais terrifiante. Que se passe-t-il quand une nation décide que certaines personnes n'ont tout simplement pas droit à sa culture? Cette idée de purification culturelle ne s'arrête pas là. Trump a même suggéré que certains groupes ne pouvaient pas et ne devaient pas être intégrés à la civilisation occidentale. Ce n'était pas seulement un discours sur l'immigration, c'était une déclaration de guerre idéologique où la présence de certaines populations était vue comme une menace existentielle. Et si vous pensiez que cette logique ne s'appliquait qu'aux États-Unis, détrompez-vous. Trump a étendu cette rhétorique à l'Europe, avertissant que sans une prise de contrôle sur la démographie, le déclin serait inévitable. Mais comment un discours aussi extrême peut-il non seulement être prononcé, mais aussi se répandre à une échelle aussi large? La réponse réside dans une pensée qui a fait son chemin, lentement mais sûrement, dans le discours politique mainstream. Le nom de Stephen Miller, l'idéologue en chef de l'immigration de Trump, flotte ici comme une ombre. Cet homme, depuis longtemps, a promu une histoire mythifiée où la civilisation occidentale appartient exclusivement aux Blancs européens, effaçant des siècles de diversité et de métissage pour en faire un conte ethnique. Ce récit racialisé de l'histoire ne se limite pas aux murs de la Maison-Blanche. Il a désormais pris racine dans des cercles de pouvoir bien au-delà. Des figures comme Elon Musk amplifient ce discours, affirmant que les Blancs sont en danger d'extinction et appelant à une solidarité raciale pour survivre. L'idée du remplacement blanc, qui était autrefois cantonnée au forum extrémiste, est maintenant entrée dans le discours politique mainstream. Trump, en offrant l'asile aux Sud-Africains blancs sur la base d'un génocide imaginaire, illustre parfaitement ce point de bascule. Ce n'est pas simplement une question de politique d'immigration. C'est une vision du monde où les victimes sont racialisées et où certaines populations sont vues comme privilégiées à protéger coûte que coûte. Mais ce n'est pas tout. Cette pensée a contaminé la politique étrangère de Trump, transformant ses alliés européens en dépendants, tout en insistant sur le fait qu'ils ne doivent leur existence qu'à l'Amérique. Les déséquilibres commerciaux sont perçus comme une preuve de parasitisme et même la souveraineté devient une faveur que les grandes puissances peuvent accorder ou révoquer à leur guise. Prenez par exemple ses remarques sur le Groenland. Trump a non seulement suggéré que les États-Unis finiraient par obtenir ce territoire, mais il a également fait de la menace implicite une forme de politique étrangère. Loin de faire preuve de diplomatie, il a agi comme si la souveraineté d'autres nations n'était qu'un détail qu'on pourrait balayer d'un revers de la main. Son discours oscillait entre la menace et la promesse de coopération, comme si l'Amérique pouvait tout avoir, simplement parce qu'elle le pouvait. Et quand il a averti que les refus seront rappelés, il a clairement fait comprendre que la coopération n'était pas optionnelle. Ce n'était pas un message de paix, mais d'intimidation en jouant sur la position dominante des États-Unis. C'est une stratégie qui s'est déjà vue dans l'histoire, cette idée que l'impérialisme économique et militaire est une forme légitime de gouvernance mondiale. Ce qui est nouveau, cependant, c'est la manière dont Trump normalise cette idée. Il ne s'agit pas de déclarations isolées ou d'intentions vagues, mais de la construction d'un monde où l'Amérique dicte les règles. La réaction de ses alliés européens à Davos a été immédiate et furieuse. Dans un espace où les échanges diplomatiques sont souvent enveloppés de subtilité et de bienséance, Trump a balayé ses conventions d'un revers de main. Son langage brut, presque menaçant, a secoué la salle. Ces paroles, distillées entre arrogance et menace à peine voilées, ont laissé les diplomates non pas rassurés, mais alarmés. Il parlait de la retenue américaine, mais en réalité, ce qu'il suggérait, c'était qu'il n'hésiterait pas à utiliser la force économique et militaire pour obtenir ce qu'il voulait. Ce n'était pas un simple discours sur la politique étrangère, c'était un avertissement, une démonstration de ce que pourrait devenir l'avenir si cette vision se concrétisait.
Mais le vrai danger ne réside pas dans un seul discours ou une politique spécifique. Le vrai danger, c'est la vision du monde qu'il promeut, une vision où la civilisation occidentale est un bien exclusif à préserver coûte que coûte, une vision où la division raciale et la peur sont des moteurs essentiels de l'histoire. À la fin du discours, Trump n'a pas provoqué de catastrophe immédiate, pas de guerre déclarée, pas de sanctions imposées. Mais l'atmosphère à Davos, après son intervention, était palpable. Ce qui a frappé le plus, ce n'était pas tant ses propos, mais la présence silencieuse du militaire portant les codes nucléaires. Ce contraste a tout changé. Ce n'était plus un homme en campagne ou un provocateur politique, mais un dirigeant armé d'un pouvoir immense, prêt à exploiter ses idées dangereuses. Ce n'est pas seulement son discours qui est inquiétant, c'est ce qu'il implique. Un homme qui perçoit le monde comme un champ de bataille civilisationnel où les cultures, selon lui, sont incompatibles avec la modernité. Ce n'est pas une simple opinion. C'est une vision du monde qu'il veut imposer et il détient les moyens d'y parvenir. Nous devons nous poser la question. Jusqu'où cette idéologie qui divise et exclut pourra-t-elle se propager avant que nous ne la confrontions pour ce qu'elle est réellement?